Dimanche 5 novembre 2017, vous êtes dans la grande édition française, édition largement consacrée à toute l'actualité qui a marqué le Mali tout au long de cette semaine. À présent, les titres de ce journal. Il s'est tenu à Sikasso la 14e édition de la sécurité routière. Le thème choisi cette année était tous ensemble pour combattre l'insécurité routière au Mali. Et puis l'actualité qui a marqué également cette semaine était l'atelier national de renforcement des capacités et de la consultation pour l'opérationnalisation du comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées. Merci de nous rejoindre dans cette édition française sur M7 TV. La 14e édition de la sécurité routière s'est ouverte à Sikasso ce lundi 30 octobre et a pris fin ce vendredi 3 novembre. Le thème choisi cette année était tous ensemble pour combattre l'insécurité routière au Mali. Rappelons qu'au cours de cette journée, il s'est agi de formations et ateliers sur la prévention de la sécurité routière, comme nous en disent Gisèle Dambélé, Lamine Ouattara. Vous constatez qu'on est ici pour la 14e édition de la Semaine nationale de sécurité routière. Et pourquoi Sikasso? La réponse à cette question est très simple, parce que les activités de la Semaine nationale de sécurité routière peuvent se tenir partout sur le territoire national du Mali, partout. Et on a voulu délocaliser cette fois-ci à Sikasso pour montrer que cette semaine peut se tenir partout en République du Mali. Et ce n'est pas la première fois que la semaine soit délocalisée dans une région. Mais quand on prend un peu la spécificité de Sikasso, on se rend compte que Sikasso est une région parmi les régions les plus peuplées de la République du Mali. Ensuite, Sikasso est parmi les régions qui ont beaucoup de corridors d'approvisionnement et une très forte mobilité, non seulement des personnes, des usagers, mais aussi on a choisi le thème cette année tous ensemble pour combattre l'insécurité routière. C'est une manière de dire qu'aucune entité elle seule ne peut efficacement lutter contre l'insécurité routière. Aucun service ne peut à lui seul lutter contre l'insécurité routière. Certes, l'ANASER existe, mais l'ANASER a besoin de l'accompagnement de tout le monde. Que tout le monde s'implique, la société civile, les structures privées, les associations, les ONG, tout le monde ensemble. C'est ensemble qu'on pourra véritablement, dans une synergie, et particulièrement avec vous, la presse, les médias, qu'on pourra véritablement lutter efficacement contre cette insécurité routière. Et cette année, les actions phares se situent au niveau d'abord du forum. Vous savez qu'en 2013, 2014, on a eu à organiser des forats régionaux de sécurité routière. Et cette année, au lieu de faire des forats au niveau de toutes les régions, on a voulu organiser un forum national cette fois-ci. Et tous les acteurs venus de toutes les régions du Mali se retrouvent aujourd'hui à Sikasso pour parler des questions de sécurité routière. Des questions de sécurité routière et faire d'abord une évaluation de ce qui a été fait d'abord des premiers forats. Quel est l'état de mise en œuvre des recommandations de ces premiers forats? Ensuite, faire l'évaluation des questions de sécurité routière au Mali en fonction de la décennie d'action de sécurité routière qui a été décrétée par les Nations Unies. Cette décennie tend de 2011 à 2020 et pendant ces 10 ans, l'ensemble des États du monde, particulièrement notre pays, on doit faire des efforts pour donner des résultats sur 5 piliers. Et les 5 piliers sont la sécurité routière, s'inscrit aussi vraiment dans l'orientation de notre ministre des Transports qui nous a fortement recommandé de multiplier les actions de formation, les actions de sensibilisation et particulièrement la communication. Et cette communication, ça va se traduire par des séances d'éducation routière et beaucoup d'autres. Donc nous sommes ici à Sikasso, c'est pour mettre en œuvre ces orientations de notre ministre et puis mettre en œuvre également ces instructions en matière de sécurité routière. Cela nous amène à poser beaucoup d'actes à Sikasso ici, tels que la pose de passages piétons au niveau de certains établissements scolaires et implanter les panneaux de signalisation à l'approche de certains établissements scolaires pour davantage protéger les enfants en cette période de rentrée scolaire. Donc voilà toutes ces orientations de notre ministre des Transports qu'on est aussi en train de mettre en œuvre au cours de cette semaine nationale de sécurité, de cette 14e édition de la Semaine nationale de sécurité routière à Sikasso.
Comme annoncé dans les titres, l'atelier national de renforcement des capacités et de consultation pour l'opérationnalisation du comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées s'est tenu ce 30 octobre 2017 à Bamako. À noter que cet atelier est financé par le Royaume des Pays-Bas, l'Allemagne et l'Union européenne. Un élément signé Mamadou Diallo, Oumar Traoré. À l'instar des autres pays de la sous-région, le Mali est concerné par les crimes de la traite de personnes et du trafic illicite de migrants sous toutes ses formes. C'est dans cette optique que cet atelier est organisé pour le Comité national de coordination avec l'appui technique de l'ONUCD et le Haut Commissariat des droits de l'homme HCDH. En collaboration avec OIM et EUCAP, cet atelier vise d'une part à renforcer les capacités des membres du dit comité sur les phénomènes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants et d'autre part à faire des consultations pour l'opéralisation du comité. L'objectif de cet atelier, c'est de former les membres du comité national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Le Mali a quand même signé des conventions ainsi que des protocoles relativement à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Donc relativement à ça également, le Mali a mis en place un comité national de lutte contre vraiment les dites pratiques. Donc sur la base de ça, un plan d'action a été élaboré. Mais la mise en œuvre de ce plan d'action a montré que vraiment beaucoup de concepts vraiment en matière de trafic des personnes et des pratiques assimilées n'ont pas été compris. Donc maintenant, à l'effet quand même de renforcer les capacités vraiment de l'ensemble des membres du comité national de lutte contre la pratique assimilée. Donc le département de la justice, en partenariat avec les différents partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas, donc a organisé ces séminaires à l'effet quand même de renforcer leurs capacités. Cette formation a pour objectif, une fois que les membres du comité national de lutte contre la pratique, la traite des personnes sera renforcée, l'obligation les est faite également de démultiplier les informations, de donner les informations à tous les niveaux, d'autant plus qu'au niveau vraiment de ce comité national, nous avons au minimum 15 départements ministériels. Nous avons également 6 organisations de la société civile, il y avait le Parlement également des enfants. Et le comité national a en son sein également des personnes et ressources. Nous pensons que vraiment avec cet atelier de 4 jours, vraiment les capacités des uns et des autres vraiment seraient renforcées et chargées pour ces gens vraiment de faire maintenant les différentes activités à l'effet de démultiplier les informations à la base. Toutes choses vraiment, ce ne serait pas une panacée, mais nous estimons que vraiment ça va amoindrir vraiment la pratique en la matière. Parce que quand les gens ont les informations à la matière, je pense que vraiment beaucoup de personnes vont là. Cet atelier prévu pour 3 jours et demi réunira tous les membres du comité de coordination. Il se déroulera en 2 phases. La première phase qui consistera au renforcement des capacités des membres du comité sur les phénomènes de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Concernant cette phase, la méthodologie utilisée pour une meilleure utilisation de la part des participants inclut des présentations en plénière, des travaux en commission et des exercices à pratiquer. Le contenu de la formation sera principalement issu du manuel de formation de l'ONUCD et tiendra compte du contexte malien. Quant à la dernière phase de l'atelier, elle consistera à des consultations visant à définir les meilleures modalités d'opérationnalisation du comité tout en tenant compte du contexte malien. Tous les membres du comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et de pratiques assimilées sont invités à prendre part à cette importante activité. L'actualité a aussi été marquée par le conseil d'administration de l'école de journalisme et de sciences de la communication qui a tenu sa première session extraordinaire ce jeudi 2 novembre 2017. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notons que 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen d'adoption du projet relatif aux frais d'inscription en licence et en master, l'examen des textes relatifs aux indemnités de session et de déplacement des membres du conseil d'administration et de la participation des personnes ressources au CAESJSC. Un reportage signé Marc Ancien Para Kadiatou Bagaïgo.
L'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication sera le premier établissement étatique pour la formation ainsi que la spécialisation des journalistes dans notre pays. Étant donné que l'ouverture de l'établissement est prévue dans les jours à venir, l'occasion était toute trouvée pour le conseil d'administration de se réunir en cette première session extraordinaire. À la fin de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est exprimé à notre micro. Les raisons de la tenue de cette première session, il s'agit surtout de déterminer les conditions d'inscription, inscription administrative et pédagogique au niveau de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Il s'agit également de définir les coûts de participation des membres du conseil d'administration aux différentes sessions du conseil d'administration et enfin de définir les personnes ressources pouvant venir participer aux travaux du conseil d'administration. Après le secrétaire général, le directeur de l'École supérieure de journalisme et sciences de la communication nous a expliqué les critères d'admission au sein de cet établissement. Les critères d'inscription, c'est qu'il faut être âgé de 24 ans ou plus au 1er janvier 2017. Il faut être bachelier, quelle que soit la série. Et il faut faire une demande, il faut présenter les pièces d'état civil, les copies des diplômes. Voilà à peu près les critères, si vous voulez, d'admission à l'école. Dans ses propos, il a évoqué aussi les objectifs ainsi que les défis à relever pour cette école. L'objectif, c'est l'excellence. C'est ce qu'on se donne déjà comme cap. Donc on fera tout, on mettra tout en place, aussi bien du point de vue de l'équipement que du point de vue des ressources humaines qui vont intervenir dans l'école, de l'encadrement pédagogique. Nous ferons tout véritablement pour atteindre très très rapidement l'excellence et être reconnu dans la sous-région comme étant une école de journalisme excellente. Ce nouvel établissement, comme l'espèrent les membres du conseil d'administration, fera la fierté de notre pays au niveau de la sous-région dans le domaine de la formation des journalistes, puisque ce sera le lieu pour développer l'excellence ainsi que les sens de l'éthique et de la déontologie au sein du métier. À noter que les professeurs locaux ainsi que les professeurs étrangers dispenseront leurs cours. Comment faire affaire avec les Nations Unies? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre les fournisseurs maliens sur le mécanisme de passation des marchés ce mardi 31 octobre 2017 à travers un séminaire de formation. Comme nous dit dans cet élément Babaï Ouattara et Amadou El Konaré. Comment faire les affaires avec les Nations Unies? Tel était le thème retenu de ces 10 séminaires d'information qui représentent, selon la représentante du président de la Chambre de commerce, une excellente opportunité dans le cadre du partenariat fructueux souhaité avec le système de l'ONU au Mali. Cette rencontre représente aussi une occasion inégalée pour contribuer au développement socio-économique du pays dans vos domaines et spécialités respectives. Ainsi, je vous invite à y participer très activement lors de la séance d'échange afin d'en sortir beaucoup mieux édifié. Madame la représentante n'a pas manqué de remercier sincèrement le système des Nations Unies pour l'organisation de cet important séminaire. Vous me permettez, mesdames, messieurs, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et au nom de tous les prestataires de services et fournisseurs ici présents, de présenter nos sincères remerciements au système des Nations Unies au Mali pour l'organisation de ce séminaire. On prit part à ce séminaire les fournisseurs nationaux et internationaux, des opérateurs économiques et plusieurs cadres du système des Nations Unies au Mali. Nous parcourons l'actualité nationale, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons ensemble avec Fatoumata Kamara. Le Burundi, premier pays à se retirer de la Cour pénale internationale. Le retrait du Burundi prendra effet le vendredi 27 octobre, a expliqué un porte-parole de la Cour. Un an avant, le pays avait notifié formellement aux Nations Unies sa décision de se retirer du seul tribunal permanent qui juge les crimes de guerre. Le Burundi est le seul des 3 pays africains à procéder à son retrait en raison des accusations selon lesquelles la Cour se concentrait trop sur le continent. L'Afrique du Sud et la Gambie avaient renoncé à se retirer de la Cour pénale internationale respectivement en mars et février 2016. 2 bombes ont explosé dans la capitale somalienne Mogadiscio à proximité du palais présidentiel et des bâtiments du Parlement. La première voiture piégée se dirigeait vers le luxueux hôtel Nassa Habloud. Une autre voiture piégée a explosé devant un bâtiment où se trouvaient des militaires.
Au moins 10 personnes sont mortes selon la police et plus de 8 autres personnes seraient blessées. Un officier de police a confirmé que la deuxième voiture piégée a explosé devant l'ex-parlement où se trouvaient des militaires. Des sources policières ont confirmé que des coups de feu ont été entendus à l'intérieur de l'hôtel Nassa à Blode où des combats se poursuivaient. Un homme condamné à 24 ans de prison en Italie. Verdict de la cour d'assises de Rome rendu ce vendredi au terme d'un procès fleuve qui s'est ouvert il y a 7 mois. C'est la première fois qu'un accusé était jugé pour épidémie dans le pays. Valentino Taluto, qui se savait séropositif, a défrayé la chronique pour avoir contaminé sciemment au moins 30 partenaires en moins de 10 ans. Les compagnons de 3 d'entre elles ainsi qu'un bébé ont aussi contracté le virus du sida. Ce comptable de 33 ans qui sévissait sur les sites de rencontres a entretenu jusqu'à 6 relations en même temps. Au total, 53 femmes ont été retrouvées par les enquêteurs. Retour à l'actualité chez nous. Comment se tenir face à cette situation de période sèche? En ces premiers jours du mois de novembre, le constat fait est que le début de la saison sèche, à savoir l'harmattan qui bat son plein. Dans l'analyse qui suit, Mamadi Fofana nous donne quelques actions préventives tout en faisant l'historique de ce vent chaud et ce vent froid qui arrive. La saison sèche, communément appelée saison touristique, est la plus agréable pour visiter le Mali, car il fait à la fois beau, chaud et les nuits sont plus douces. Cependant, c'est une saison qui comporte 2 sous-saisons dont la période de fraîcheur et celle redoutée par tous, la période de chaleur. Cette année, la période de fraîcheur a débuté dès les premiers jours du mois de novembre. L'harmattan, ce vent du nord-est qui est très chaud le jour, plus froid la nuit, très sec et le plus souvent chargé de poussière a commencé à se faire sentir. Il souffle vers le sud-ouest en provenance du Sahara et affecte le golfe de Guinée en hiver, entre la fin novembre et le milieu du mois de mars. L'harmattan est associé au régime anticyclonique habituel de la saison sèche des climats tropicaux. Il en résulte ainsi un ciel clair et une très forte luminosité bien que réduite par les poussières atmosphériques. Lorsque l'harmattan souffle, l'inhibition pluviométrique qui l'accompagne est absolue, ce qui demande bien entendu des mesures préventives à tous durant cette période qui provoque certaines maladies. Car les impacts sont de plusieurs ordres et ciblent les personnes hyper-réactives qui sont les individus congénitalement prédisposés aux allergies, les asthmatiques et les drépanocytaires. Pour éviter les maladies comme les allergies, le froid et le dessèchement de la peau en période d'harmattan, il faut passer des pommades hydratantes pour éviter des lésions de la peau. Portez toujours les masques et bavettes, surtout quand on est à moto, afin de protéger les muqueuses. Dans la région septentrionale où l'harmattan est plus accentué, il faut privilégier l'utilisation des antiseptiques à pulvériser dans les narines. Quant aux drépanocytaires, il faut porter des habits chauds pour éviter le froid, surtout pour les enfants. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Cet élément, bien sûr, qui met fin à ce journal. Rappelons que cette édition a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Excellente fin de soirée chez vous. Bonsoir.